Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Pour ceux qui connaissent la ligne éditoriale du Monde Vue d'Afrique, généralement, nous ne faisons pas des vidéos pour commenter des discours des personnages politiques ou aussi euh, d'hommes d'État ou autres personnages importants de la société. Généralement, nos sujets sont euh, largement concentrés sur le décryptage de l'actualité et aussi les analyses géopolitiques sur les enjeux géopolitiques ou les conflits partout dans le monde. Mais aujourd'hui, nous allons faire une exception parce qu'aujourd'hui, nous avons eu droit à une masterclass organisée et délivrée par le capitaine Ibrahim Traoré lors de sa visite à Waiguia, dans la région de Yatenga. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter et au fur et à mesure que le temps va passer, en écoutant ensemble ce discours magistral, cette masterclass, nous allons donner notre commentaire et commenter juste un peu ou commenter en partie en entrecoupant quelquefois son discours pour pouvoir donner notre point de vue sur ce qu'il dit, qui est très important à écouter. Donc, sans plus tarder, nous allons nous juste passer à l'action. Bonjour à tous. Avant tout propos aujourd'hui, peut-être que je vais demander à ceux qu'on se mette debout et prendre une minute de notre temps pour applaudir nos différentes forces combattantes qui sont actuellement au nord de notre position en train de combattre et de conquérir nos terres. Donc, une minute d'applaudissement. C'est important d'applaudir, hein. C'est important d'applaudir ça. C'est très important d'applaudir parce que, vous savez, lorsque quelqu'un sacrifie carrément sa vie pour ta sécurité, pour que toi tu puisses vaquer à tes occupations, tu puisses faire, tu peux être bien dans la société, tu puisses vaquer à tes occupations, te déplacer, t'asseoir dans les cabarets, discuter comme tu le fais, faire tout ce que tu fais, quoi. Voilà, aller au boulot, t'occuper, être près de ta famille, tout ça. C'est très important de vacciner cette personne-là parce que cette personne-là, c'est grâce à lui que tu es là, quoi. Voilà, c'est lui qui te fait. Donc, sans plus tarder, on continue encore. Merci beaucoup à tous. Je vous invite dans le royaume des cieux. Merci beaucoup à tous. C'est un grand jour aujourd'hui parce que nous avons décidé ce matin de venir nous entretenir avec vous dans la région de Yadra. Et par définition, on sait bien que c'est la région où on ne porte pas de gants pour parler, où on dit la vérité de façon crue. N'est-ce pas? Et donc ce matin, je vais parler sans langue de bois. Je vais parler de manière crue et sans porter de gants également, je vais boxer. Donc, à bon entendeur, je pense qu'il y a des fortes attentes de toutes les populations, un peu. Le capitaine l'a averti, il a dit qu'il va boxer. Voilà, donc apprêtez-vous à prendre des coups. Voilà, quand le capitaine dit il boxe, alors il boxe. Donc apprêtez-vous à prendre des coups. Partout dans toutes les régions, là où on passe, je peux dire que les besoins sont les mêmes un peu partout. Nous avons pratiquement la même situation dans toutes les régions où on passe. Et donc c'est pour dire que nous sommes conscients de la situation, nous connaissons le mal, comme l'a dit quelqu'un, nous connaissons la maladie, et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour soigner le mal. Il y a beaucoup de choses à faire, et je l'ai toujours dit, en un claquement de doigts, je ne peux pas tout résoudre. Ce n'est pas possible. Mais nous faisons les efforts que nous pouvons. Nous nous sacrifions pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans le plus bref délai. Et si nous avons décidé d'entamer cette mission, c'est parce que nous avons jugé nécessaire qu'il fallait que notre peuple connaisse le bonheur également. On ne cesse de le dire, nous sommes nés dans des conditions peut-être pas faciles. Nous avons grandi, nous avons vu le Burkina, nous avons aussi aperçu les autres pays à travers donc les informations et peut-être que nous avons voyagé entre-temps dans certains pays, nous avons vu les réalités et nous nous sommes aussi posé des questions. Pourquoi notre pays ne peut pas aussi se développer et prospérer comme ces pays? Je le disais la dernière fois, il n'y a pas de raison que dans certains pays qui ont juste découvert peut-être du pétrole, en moins de 30 ans, 40 ans, ils changent totalement. Mais pourquoi en Afrique, nous ne réussissons pas à faire la même chose?
Pendant que sous nos sols se trouvent et le pétrole et d'autres types de minéraux. Prenez l'exemple de Dubaï, qui est à côté. 30 ans en arrière, il y avait juste un ou deux immeubles dans la ville. Aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de gens ici du secteur privé se plaisent à prendre leur avion, aller à Dubaï pour aller faire des affaires. Et il ne manque pas de faire de petites vidéos pour montrer la beauté de la ville. Les immeubles ont poussé partout et trucs. Rien qu'à cause de l'exploitation du pétrole. Mais combien de pays exploitent le pétrole en Afrique? C'est tellement profond ce qu'il dit. En fait, il faut comprendre la profondeur de ce qu'il dit, en fait. Parce que vous savez, en Afrique, par exemple, regardez le Congo, par exemple, la RDC. La RDC Congo, par abus de langage, les gens disent que c'est un scandale géologique, n'est-ce pas? Parce que la RDC Congo regroupe toutes les ressources que vous pouvez imaginer. Vous trouverez en RDC. Et comment ça se fait que ce pays-là vit dans la misère? Comment ça se fait que le pays-là vit dans la misère, dans la guerre, dans la misère? Le pays n'arrive même pas à se retrouver. Donc, il faut se poser de bonnes questions. Et là, le capitaine Ibrahim Traoré commence déjà par nous poser la question de base. Qu'est-ce qui n'a pas marché quelque part? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut se poser les bonnes questions parce qu'il faut diagnostiquer notre problème. Parce que lorsque le patient va dans un hôpital, il faut d'abord diagnostiquer le problème avant de lui administrer le traitement. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré ici essaie de nous faire comprendre qu'il faut d'abord identifier clairement notre maladie afin de pouvoir nous administrer le traitement qu'il faut. Parce que ici, le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il n'a pas porté des gants, qu'il allait boxer fort. Donc, déjà, on prend une claque. Voilà. Donc, il va continuer son discours et on l'écoute. Est-ce qu'ils ont eu ce développement? Donc, il y a une question à se poser. Ici, au Burkina, on exploite l'or et beaucoup d'autres minéraux, même si on n'a pas encore découvert le pétrole. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je suis venu aussi pour qu'on se pose des questions. Il est vrai aujourd'hui, pas seulement en burkinabé, mais en africain, qu'on se pose des questions, et les bonnes questions. Dans un premier temps, je vais peut-être éplucher les différentes questions qui ont été posées ici. Mais soyez sûrs d'une chose, on a déjà commencé. L'initiative est lancée, on a déjà commencé, et tout ce qui sera fait dans le milieu de l'éducation, je suis sûr que dans 10 ans, les gens seront surpris. Mais nous avons de vastes programmes pour pouvoir mettre les élèves et les étudiants dans les conditions de dignité surtout, et qu'ils puissent bosser. C'est vous l'avenir du pays. Voilà, c'est vous l'avenir. Nous, on a fini les études. Nous, on ne repartira plus étudier. Mais on veut faire en sorte que, je disais au ministre, si on doit construire et on met dans les conditions, que ça nous donne l'envie nous-mêmes de repartir étudier encore. Donc, ça va venir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de centres universitaires qui ont été construits avant nous, mais il n'y avait pas d'infrastructure. Donc aujourd'hui, on a commencé avec les amphithéâtres un peu. Les restaurants vont venir, les cités vont venir, mais en un claquement de doigts, je ne peux pas résoudre tout ça aujourd'hui. C'est vrai que les politiciens ont passé le temps à flatter les gens. Chaque fois dans les campagnes, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Moi, je ne peux pas prendre ces engagements. Je vais peut-être vous surprendre et là où on peut le faire, on va le faire. En fait, ce mec, il faut comprendre ce mec-là. Ce mec-là a une autre mentalité. C'est un extraterrestre, en fait. En fait, c'est un extraterrestre, en fait. Le capitaine, c'est un extraterrestre. Parce que ce qu'il dit là, c'est tellement profond. Parce que c'est vrai, hein, en Afrique, là, il faut savoir que nos politiciens ont passé le temps à nous flatter, à nous raconter des histoires, des bobas, à nous flatter, à nous mettre en conflit de façon ethnique, à nous dire des choses même qui ne sont pas possibles, en fait. Juste pour pouvoir arriver au pouvoir. Et une fois arrivé au pouvoir, il y a un agenda qui s'oppose à eux. Et l'agenda, généralement, il est dicté depuis l'extérieur. Je le dis parce que tout de suite, j'ai causé avec le Balou Nawa pour me parler de la route Waïguat-Tougan, une route sur laquelle donc, ceux du secteur privé ont insisté là-dessus. Là. Ils me faisaient comprendre que cette route, on les a promis le bitumen avant que moi-même je ne naisse. Il est là, les années 75 ou je ne sais pas, depuis ce temps, on vous disait, le financement est acquis, on va bitumer. Et chaque 5 ans, vous avez voté, vous avez voté, vous avez voté. Et la route est toujours là, c'est pas bitumé. C'est la même chose, toutes les routes, un peu partout au Burkina, c'est comme ça. En fait, c'est ça, en fait. En fait, c'est ça, hein. Au Burkina Faso, par exemple, voilà, comment je connais le Burkina Faso parce que je suis burkinabé. Voilà. Il faut savoir que
il y a ce qu'on appelle le phénomène des routes bitumées sur le papier. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que il y a certaines zones où il y a des routes qui sont bitumées sur le papier, bien sûr. Mais en réalité, ces routes-là sont tellement dégradées, mais je sais pas par quelle magie, ces gens ont pu faire croire que ces routes sont bitumées. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais pour dire, bon, il y a beaucoup d'anciens politiciens ici. Hein. Vous voyez que ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Vous avez frappé les gens. Et du coup, il donne un coup aux politiciens. Les politiciens ont pris une balle perdue. Les politiciens ici, ils ont pris une balle perdue. Parce que directement, c'est vrai, hein, franchement, les politiciens ont détruit, surtout au Burkina Faso. Le problème du Burkina Faso, c'est les politiciens. Les politiciens ont détruit le Burkina Faso. Ils ont carrément détruit, ruiné le pays. Il y avait des époques où les gens, il y avait des rumeurs qui circulaient, qui disaient que non, qu'il y avait des gens au Burkina Faso qui étaient plus riches que l'État lui-même. Aujourd'hui, on a décidé de partir sur une nouvelle donne. Voilà. Et il faut que vous gardez le cap. Si on a créé Faso Mero, c'est justement à cause de tout ça. Quand on se balade, partout au Burkina Faso, il y a des problèmes de route. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse s'équiper en masse, faire contribuer tout le monde et pouvoir faire nos routes rapidement. Et nous nous sommes donné le délai de fin d'année pour que toutes les régions, même les nouvelles, aient leur brigade sur place. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Déjà, Waïbia, la brigade est venue, mais elle est en train de prendre la main d'abord. Je le disais aussi au chef coutumier. Et on ne peut pas amener une brigade nouvellement et puis l'amener directement sur le terrain. Il y a des gens qui ont été conducteurs qui sont rentrés là-bas. Le jour même qu'ils ont pris les camions vers les machines, ils ont créé des disques d'embrayage. Donc il faut qu'on les apprenne, qu'ils prennent la main sur quelques mois avant de venir et lancer des travaux. Donc toutes ces routes-là, c'est vous qui allez programmer. Avec le gouverneur en tête, je le disais avec les chefs de circonscription. Vous allez décider quelles routes sont prioritaires et ainsi de suite, et vous allez faire vos routes. Donc vos machines seront là, tout sera à votre disposition, vous faites les routes comme vous voulez, et l'État accompagne cela. En fait, il faut comprendre ce que le capitaine Ibrahim Traoré est de faire là. Ici, une fédération d'efforts. C'est-à-dire, au lieu de concentrer tous les efforts ou de concentrer tous les projets au niveau de la tête du sommet de la présidence, ou bien, voilà, il faut généraliser. Donc, le capitaine a décidé de céder, c'est-à-dire de léguer ces efforts-là, de léguer ces projets-là directement aux régions elles-mêmes. Et là, les régions pourront elles-mêmes construire leurs routes, leurs voies, sans avoir besoin, dépendre grandement. Parce que, qu'est-ce qu'il veut dire? L'État va acquérir le bitume, voilà, le bitume, et distribuer de façon selon le besoin de la région. Et maintenant, chaque région maintenant aura la charge maintenant de bitumer ses propres routes. Vous comprenez? Et puisque vous avez vos brigades, les pistes qui vont dans les petits villages, tout ça, les pistes rurales, là, vous allez devoir vous-même les aménager vous-même, puisque vous avez vos propres matériels. Vous comprenez, non? Voilà. Donc ici maintenant, celui qui ne travaillera pas, on ne dira pas que non, c'est le capitaine, parce que directement vous avez tous les équipements qu'il faut. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà. Au lieu de céder les marchés à des entreprises privées qui ne vont même pas prendre le temps de bien réaliser l'ouvrage ou bien de bien faire le projet, c'est mieux que l'État lui-même s'en charge. Et c'est très bien. Ça a félicité là. Voilà. Directement, ça donne de l'emploi aux jeunes. Et en plus de ça, en plus de donner de l'emploi aux jeunes, ça permet déjà à l'État de préserver ses finances. C'est-à-dire de ne pas gaspiller de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez que forcément, si c'est un privé qui allait exécuter une route, cette route allait coûter plus cher par rapport à l'État. Et quand l'État lui-même exécute la route déjà, il économise au fait. Voilà. Donc nous allons continuer. Faso Mero, franchement, c'est une initiative très, très à saluer. Et c'est vraiment un coup de génie. Je pense que ça sera pareil dans toutes les régions du Burkina Faso. Voilà ce qu'on veut. Il n'y a pas de raison que vous partez ailleurs, vous roulez sur de belles routes, vous filmez même. Ici aussi, on peut faire. Tout ce qui est faisable ailleurs est faisable ici. Donc, si sur ce point, il n'y a pas à s'inquiéter, on va y arriver. Voilà. Bon, on va venir maintenant là où il a fermé le cahier. Voilà. Quand il ferme le cahier, c'est là maintenant qu'il commence à boxer. Parce qu'actuellement, c'est l'intro. Nous tuer tous et prendre nos terres, ils vont le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils le font. Voilà. Il faut que donc on soit conscient de cela. Et pour le faire, ils passent souvent par nous-mêmes, nos propres frères et tout. Vous voyez?
La dernière fois, lorsqu'on a décidé de rompre les relations diplomatiques, je m'étais dit que bon, dans les 2 semaines, 3 semaines à suivre, ils vont réagir. Mais vous voyez, la condescendance fait que les gens deviennent bêtes. Ils sont tellement devenus fous et bêtes qu'immédiatement la réaction est là. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Comment un nègre peut dire à moi, le maître, de quitter? C'est ça qui se passe dans leur tête. Et là... En fait, ici, il faut comprendre quelque chose de très important dans ce que le capitaine est en train de dire. Parce que si vous ne comprenez pas là, vous risquez de perdre le fil au fait. Parce que il faut savoir que nous sommes avec des gens, des personnes qui croient que le noir n'est pas capable de réfléchir. Voilà, le noir, en termes de réflexion, le noir, en fait, c'est quelqu'un qui est diminué, au fait. Par rapport aux autres, c'est quelqu'un qui est diminué. Et ce n'est pas seulement les Occidentaux qui le pensent. Voilà. Même l'Afrique maghrébine le pense aussi. Voilà pourquoi on ne considère pas comme des humains. Voilà. Et puis, il veut tout le temps essayer de se distancier de l'Afrique, de se faire passer pour des gens qui ne sont pas en Afrique. Voilà. Parce que ici, nous ne sommes pas respectés et nous sommes considérés que comme des sous-hommes. En fait, c'est ce que les propos du capitaine Ibrahim Traoré, c'est ce qu'il veut nous faire croire, en fait. La condescendance. Vous regardez quelqu'un du haut. Ça on appelle la condescendance. C'est-à-dire que j'observe la personne et je me dis que non, celui-là, il vaut pas la peine, en fait. C'est systématique, comme ce qui s'est passé en temps de l'esclavage. Il faut attraper ces nègres-là, les donner une correction pour que les autres voient que ça ne se passe pas comme ça. C'est clair, c'est clair, en fait, c'est clair. C'est clair. Quelqu'un qui fout l'appareil partout. Qu'est-ce qu'il vous fait? Lorsque même votre enfant à la maison, lorsqu'il fout la merde, qu'est-ce que vous faites? Vous l'attrapez, vous le corrigez normalement, il sache que ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais vous le grondez normalement, il sache que ce qu'il fait là, c'est pas bien. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Nous, les Africains, nous sommes trop habitués au laxisme. Nous sommes trop habitués à la paresse. Nous sommes trop habitués au désordre. Regardez nos villes, par exemple. Regardez nos villes. Regardez nos villes. Vous allez prendre, par exemple, vous allez prendre des populations qui appartiennent à d'autres capitales. Vous les envoyez en Afrique, dans nos villes. Vous allez laisser là, par exemple, les Japonais. Ou bien prenons, par exemple, les Chinois, par exemple. Vous allez prendre les Chinois, vous les envoyez au Burkina Faso. Vous les mettez à Ouagadougou. Ou bien vous les mettez à Burkina Faso, dans n'importe quelle ville que vous voulez. Vous les laissez là-bas pendant 5 ans. Vous prenez les Burkinabés, vous les partez les mettre à Pékin. Lorsque vous allez finir les 5 ans, là, quand vous allez aller à Pékin, vous allez voir Pékin est sale, c'est très sale, parce que les gens mangent partout, ils jettent partout. Les gens c'est là, l'eau, ça coule partout. Les gens, ils foutent la merde, en fait. Ils foutent le bordel. Maintenant, vous allez revenir maintenant dans votre Ouagadougou, que vous connaissez, que vous avez laissé ici, et que vous êtes parti. Vous allez venir voir que Ouagadougou a changé. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la mentalité. C'est la mentalité d'abord. C'est la mentalité. Donc, il faut prendre conscience. Franchement, ce monsieur-là, c'est un extraterrestre, en fait. Mais je vous laisse écouter. Ils ont fait pousser dans tout leur royaume pour venir faire des attaques meurtrières à Gaïri, à Solan, à Seba. Parce qu'à Gaïri, ils ont attendu que le pire passe par Tafada pour l'espoir logistique. Ils restaient en peine une compagnie et ils sont venus très nombreux pour assaillir la ville. À Solan, ils ont fait l'erreur. Ils sont tombés sur des gendarmes déterminés là-bas qui les ont matés. À Seba, pareil. Mais c'est pour vous dire quoi? Avant de lancer ce genre d'assaut, vous voyez, les esclaves de salon, vous voyez leur chaîne de télé là. Quand vous prenez certaines chaînes, certaines émissions, c'est des Noirs qui présentent. Des Noirs français en fait. Qui ont la nationalité française, mais c'est des Noirs. Voyez à ce qu'ils racontent. Attaque ici, ça ne va pas au sommet de l'État, on fait ci. Oui, Sankara était en prison, qu'on se comprenne et qu'on puisse construire donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses. Parce que c'est grave ce qui nous guette. Si arrêtez ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Il y avait des problèmes de Hawaïa depuis des années. Ça va se résoudre tout de suite. En tout cas, j'ai le Premier ministre a lancé des travaux de la situation. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais. Voilà, écoutons cette partie-là.
Est-ce qu'on se comprend? Dans cette partie, Ce n'est que l'introduction. voilà, c'est Pour que vous l'introduction. compreniez un peu là où je parle. Parce que je vais vous choquer aujourd'hui. Et choquer tout le monde. Alors, revenons au sujet. Vous devez comprendre la contexture générale. Qu'est-ce que ces gens-là veulent de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on veut de nous-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter deux choses qui vont nous ramener un peu à tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez, entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, quand on n'a pas envie de dire, ou bien quand on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez. Attendez, il va vous dire quelque chose. Il va vous dire quelque chose. Vous voyez le Burkinabé. Quand vous voyez un Burkinabé remettre la tête comme ça veut dire qu'il est très content. Il est très fier. Et vraiment, ce qu'on a dit, il se retrouve dans ce qu'on a dit, en fait. Et ça correspond à sa réalité, en fait. C'est pour ça qu'il remet la tête comme ça. Il dit que vraiment, ce monsieur-là. Que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez, lors de l'interview passée, je disais qu'un jour, je vais parler de quelque chose concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, hein, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail, c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Un des produits, ça, c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on doit payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a des terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et d'après le temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait fort, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons là. Nos grands-parents avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivaient à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vrai. Hey, c'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire. C'est la réalité. Prenez les jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentrer, c'est sortir ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire les statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans?
Et le comble de l'Africain, c'est quoi? Souvent, les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se fait en Afrique, là, c'est pas ce qui se fait en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres là. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, c'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on fait, on veut réfléchir à faire toutes les usines de transformation possibles pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves à fermer, c'était en Médine en 1962. Vous faites semblant ou bien vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus, pendant 400 ans, nous déporter, aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Il a regardé qu'il résister. C'est vraiment triste, en fait. C'est tellement réel, en fait. En fait, il y a quelque chose que souvent, on n'en parle pas assez, en fait. En fait, lorsqu'on observe réellement en profondeur, le but de la colonisation même n'a pas été atteint. Pourquoi je dis ça? Regardez par exemple en Amérique. C'est-à-dire que si vous regardez les Amériques aujourd'hui, les Amériques sont peuplées par les Européens. Ce que vous voyez aujourd'hui par les Européens, et puis les Africains, les autres Indiens qui ont été déportés par l'esclavage et amenés en Amérique. Mais lorsque les Européens, les colons européens sont arrivés en Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exterminé toute la population amérindienne et détruit leur culture, exterminer tout le monde, mais presque tout le monde, à part ceux qui sont cachés vraiment dans les petits trous. Voilà. Pouvoir coloniser la zone, pouvoir prendre possession de leur terre, pouvoir faire leur terre, leur propriété. Aujourd'hui, ils ont leur terre. La population autochtone, elle-même, on n'en retrouve même pas comme ça. Elle n'a aucun pouvoir, aucun droit sur ses propres terres. Elle a été expropriée. Est-ce que vous comprenez ça? En Afrique, là, le problème en Afrique, c'est que cet objectif n'a pas été atteint. Vous voyez? Parce que le but de la colonisation, c'est d'exterminer les gens. Voilà. Peut-être d'une part, ce qui a fait, qui a fait que ce but n'a pas été atteint. Peut-être c'est parce qu'ils avaient besoin des gens qui ont la carrure, la force et le physique de l'Africain pour travailler dans leur champ. Peut-être c'est ce qui a fait que les Africains n'ont pas été exterminés carrément. Même si on a tué des dizaines de millions, mais quand même l'Africain a résisté aussi. Voilà. Donc, je peux dire que le but de la colonisation n'a pas été atteint réellement. Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant. On les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est tellement vrai. Vous savez, récemment, je discutais avec un ami. Et l'ami me disait que ce que les pays de l'AES sont en train de faire, que c'est voué à l'échec. Je lui ai demandé pourquoi tu penses que c'est voué à l'échec. Et il me dit non, que parce que les Africains ne sont pas capables, c'est pas possible qu'on se développe sans les Occidentaux. En fait, j'étais tellement choqué. Il y a plein de personnes qui pensent comme ça. Ils pensent que sans l'Occident, sans la France, sans l'Occident, on ne peut pas se développer. Vous comprenez? Voilà, qui pensent que la clé du développement, c'est entre les mains de l'Occident. Et lorsque tu t'éloignes de l'Occident, tu vas dans le sens contraire du développement. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Ziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi?
je disais l'autre jour au Premier ministre, c'est en 1994. En 1994, en France, ici, en Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait quoi, Bamboula, parc, c'est quoi là? Un parc animalier comme ce qu'on a à Zinaré un peu partout là. Donc les gens partaient regarder les animaux, mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des Noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est les Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui se sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas les Noirs qui sont battus. C'est vrai ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est vrai. Voilà, vous pouvez aller vérifier. En plus, je vais ajouter quelque chose. Aux États-Unis, même, ça a existé. Aux États-Unis, ça a existé même en plus grande dimension. Aux États-Unis, on a vu les parcs à exposition des Noirs. Il y avait même un jeune homme, je pense que c'est un Gabonais qu'on appelait Otabenga. Voilà, on a pris Otabenga, on l'a envoyé aux États-Unis. Et il était exposé parce c'est une tribu qui a un peu des longs, des dents qui liment les dents là. Les dents sont un peu longues. Ils ont pris cette tribu-là, pour les envoyer aux États-Unis et montrer aux États-Unis que c'était les animaux, parce qu'ils avaient dit à l'époque, si vous connaissez ce qu'on appelle le siècle des Lumières, avec l'apparition du nazisme, tout ça, parce que le nazisme n'est pas apparu de nulle part, en fait. Même si on occulte cette partie de l'histoire, le nazisme n'est pas apparu de nulle part. Le nazisme est apparu avec des philosophes qui ont théorisé la supériorité raciale. Il y a eu des gens comme, comment il s'appelle déjà, ce monsieur-là, celui qui a écrit la théorie de l'évolution, là. Comment ça s'appelle? Voilà, Charles Darwin, voilà. La théorie de l'inégalité des races. Voilà, qui a écrit ça et qui a essayé de démontrer que le noir, dans son livre, si vous lisez son livre, voilà, je n'ai pas la page en tête, mais si vous lisez son livre, vous allez comprendre, il y a un certain niveau où il dit que le noir, la transition entre le sein épongé, voilà, et le noir, c'est comme si le noir, c'est l'évolution du sein épongé vers l'humain. Tandis que le sein épongé a perdu ses poils, voilà. Donc, lorsqu'il a perdu ses poils, c'est qu'il a donné la peau noire. Ce qui fait que la teinte noire de la peau de l'homme noir est noire. Et que ici, nous avons perdu, comment on appelle ça, notre teinte. Nous avons perdu nos poils. Donc, ça veut dire que nous sommes des demi-seins épongés, au fait. Voilà, le sein épongé. Voilà, ça veut dire du sein épongé, au fait. Donc, ça veut dire que nous sommes des sous-hommes. Donc, ça veut dire que, parce que, lisez les philosophes, mais lisez les scientifiques européens de la période de la Lumière. Vous allez voir qu'ils ont écrit plein de choses. Ce qui a favorisé la montée du nazisme. Maintenant, même avec le nazisme, lorsque Hitler faisait sa propagande et faisait sa propagande nazisme de supériorité raciale aérienne, les États-Unis n'étaient pas contre. Hein. Voilà. Au contraire, il y a par exemple Henry Ford, qui est le créateur de Ford Motor Industry, voilà, qui finançait même et livrait même des voitures à Hitler, même lorsque la guerre a commencé. Vous comprenez? C'est vrai que c'est du business, mais c'est du soutien. Ces gars-là soutenaient ces gens-là. Et aux États-Unis, en ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait l'apartheid, la ségrégation raciale. Les Noirs ne devaient pas monter dans les mêmes bus, même dans les mêmes quartiers, même prendre des rues où les Blancs marchaient. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est des choses qui ont vraiment existé. Vous pouvez partir chercher Otamenga. C'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Hein. C'est quelque part, c'est des Blancs qui sont révoltés contre ça. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là. Vous aimez ceux qui vous ont opprimés hier. Mais on est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça m'amène à la deuxième histoire. En 2023, j'ai reçu des gens. Écoutez très bien la deuxième histoire là. Écoutez très bien la deuxième histoire. C'est très très important. Écoutez très bien. Il y avait un monsieur que j'appelle Daniel dans le groupe, un Français, qui a dit, Monsieur le Président, vous savez, vous êtes la même phrase, la fameuse, vous êtes en avance sur votre temps. Ce que vous voulez faire, votre peuple ne vous comprendra pas. Et il dit, vous voyez Sankara, il a voulu bien faire. Mais vous voyez, quand on a tué Sankara, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà le terme qu'il a employé. Personne n'a branché. Vous avez acquiescé, vous avez apprécié, hein, qu'il n'y avait plus la révolution. Qui est sorti marcher contre la mort de Sankara et tout. Et je lui ai dit, mais oui, mais les époques ont changé, c'est toutes les choses. Il me dit non. Il me dit, Monsieur le Président, le noir est maudit. Il me dit, excusez-moi, mais le noir est maudit. Ils ne pourront jamais comprendre ce que vous voulez faire
ils ne pourront jamais être constants. Vous allez voir. En temps normal, si je n'étais pas président, il partirait avec des dents en moins peut-être. Mais je me suis agrippé à ma chaise, serré le cœur et j'étais assis, je l'écoutais. Et il m'a rassuré que vous ne comprendrez jamais ce que je vais faire. Et qu'il viendra un moment où vous allez exprimer ça. J'ai dit merci et je les ai dit au revoir. Vous voyez, je me suis rappelé de lui il n'y a pas longtemps. Et à quelle occasion? Parce que ce monsieur est de la DGSE. Et vous voyez qu'ils ont manœuvré tout. Ils ont tout tenté. Tout ce que les gens souhaitent, c'est la guerre civile au Burkina. Là, si vous tuez, on vient piller l'or, qu'on repart, c'est tranquille. Il y avait un monsieur à l'ambassade ici qui a fui avant qu'on expulse l'ambassade. Sûrement par la complicité de certains, je suis en train de vérifier. Un certain Emmanuel, peut-être qu'il va entendre mes propos. Je sais. Lui et les chargés d'affaires ont rencontré beaucoup de gens dans le monde artistique, voilà, le monde culturel et tout, pour préparer les esprits. Et surtout le monde de la communication aussi. Parce que leur objectif, c'est d'agir au plus tard en août pour mettre fin à notre révolution. Mais depuis longtemps, ils manipulent tous les sujets, l'ethnie, la religion. Ces deux sujets ont toujours détruit l'Afrique. Oui, je vous ai parlé de l'ethnie. L'ethnie au Burkina Faso, l'ethnie surtout au Burkina Faso. C'est quelque chose de très dangereux, l'ethnie au Burkina Faso. Regardez toutes les guerres en Afrique, on manipule par la religion, par l'ethnie. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça se manipule tous les jours. Mais le monsieur Daniel avait sa théorie et sa stratégie, que les gens n'avaient pas accepté là-bas. Mais dernièrement, Daniel est rentré un jour. Il a proposé de partir vers l'Est, de prendre l'amitié pour manipuler sur la religion. Et ils vont faire dérouler les rouleaux compresseurs contre le Burkina. Effectivement, un jour, on apprend un imam qui fait une sortie fracassante jusqu'à il m'a traité de quoi là. Capitaine va tirer les gens. Eh, capitaine, vraiment. Ces messieurs-là, il vous a dit le capitaine c'est un extraterrestre. Le capitaine est trop rapide, c'est un extraterrestre. Bon, en fait, il parle ici je pense que vous l'avez bien compris, il parle de l'imam Kindo. Voilà. L'imam Kindo était sorti à une période pour faire des déclarations très incendiaires il essaie de manipuler carrément le côté religieux pour combattre le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Essayer de provoquer un soulèvement populaire. Voilà. Bon, on va continuer, on va écouter. Après cela, le lendemain ou le surlendemain, il y a une petite minorité estudiantine qui se font appeler les rouges vifs. Qui font, comme ils ne sont pas nombreux, ils font sur Facebook des déclarations qui n'ont rien à voir avec la situation. C'est le plan de Daniel. Et je crois que ceux qui devraient suivre, ce sont les syndicats, qui devraient aussi se retrouver à la bout de travail pour des déclarations et espérer dérouler le rouleau compresseur contre nous. Quand on a dit d'arrêter ce monsieur en question, effectivement, c'est ce que Daniel voulait, qu'on l'arrête. Et si on l'arrête, on va voir maintenant la suite des événements. Au passage, ce monsieur-là est foncièrement mauvais. Et il est foncièrement malhonnête, et je vous le dis pourquoi. La loi sur laquelle il a parlé, il a lu la loi, il a compris la loi. Ce n'est écrit nulle part qu'il est interdit de prier dans les services. Nulle part. Mais c'est ce qu'il a dit. Pour manipuler les écervelés qui vont le suivre. Ah, il veut interdire la prière. Ah, il veut interdire la prière. Moi, je suis musulman aussi. Mais comment
comment on peut être manipulé et ne pas avoir un petit sens de réflexion. Ça veut dire qu'il est très mauvais. C'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais il a dit qu'on a interdit de prier. Pourtant, c'est faux. On a dit de ne pas ériger. Excusez-moi, si vous voyez le capitaine, si c'est pas parce qu'il n'était pas, il sait, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi simplement. C'est parce que les interrogatoires qu'il a eu, mais après les interrogatoires qui ont été, que le docteur Kindo a eu avec les forces de l'ordre, la conclusion c'est quoi? C'est que ce monsieur savait réellement c'est quoi cette loi-là. J'ai fait même une vidéo sur la chaîne où j'ai expliqué le scandale, mais l'affaire de l'imam Kindo sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver dans la suite des vidéos. Voilà, je vous invite à aller bien regarder pour comprendre réellement ce qui était en marche au Burkina Faso. Je vais déjà parler de ce sujet-là, je vais bien expliquer. Tu peux prier dans ton bureau, tu peux, si tu peux sortir dehors sur ton art, prier. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas interdit de prier. Même sur la place publique, ce n'est pas écrit quelque part dans cette loi qu'on ne prie pas sur la place publique. On a juste dit de prendre des autorisations et qu'on sache que les gens prient là-bas. Imaginez vous partez, vous priez quelqu'un, les pompiers viennent pour passer pour aller un incendie pour expliquer la route est barrée. Il faut que en parler. La religion au-dessus du pays, quoi. Tu quittes le pays, tu pars là où tu penses qu'on va te recevoir parce que tu es musulman. Mais c'est quelle bêtise. Partout où vous partez dans ce monde, on demande d'avoir ton passeport et de quelle nationalité. C'est ça qui te permet d'entrer quelque part. Si quelqu'un pense que la religion peut lui permettre d'arriver quelque part, il n'a qu'à partir. Non, non. En fait, Isla, je pense pas qu'il y a quelque chose à ajouter. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ça, c'est un discours, c'est un problème très sérieux. Comment des gens peuvent arriver à penser que non, la religion est dessus de la patrie. Comment les gens peuvent arriver à penser cela? Et bon, malheureusement, c'est quelque chose qui est répandu dans la société. Hein. C'est tellement répandu dans la société. Il y a des gens qui pensent que la religion est au-dessus de l'État. Alors que, comme le capitaine l'a dit, lorsque tu pars dans un pays, si on te demande en première position, sur ton passeport, tes pièces, tu es qui? Tu viens d'où? On ne demande pas tu es de quelle religion. Jamais. Il n'y a pas un État où on te demande de quelle religion. Non. Et même, ceux qui vous disent que non, par exemple, le docteur Kindo, pour ceux qui ne savent pas, il a fait 7 ans. Non, ouais, c'est ça, non? Ouais. Il a fait 20 ans, voilà. 20 années en Arabie Saoudite, je pense bien. Voilà. Il a étudié à l'université Al-Qura comment on appelle ça? De Médine. Voilà, l'université Al-Qura de Médine. C'est une université qui c'est pareil comme l'université de la Mecque. Parce que c'est une université jumelle. Ces universités-là sont réputées pour former des personnes qui deviennent généralement des terreaux. Voilà. Par exemple, le chef, celui qui a créé Al-Shabaab, il a été formé dans la même université Al-Qura. Lorsqu'il est retourné dans son pays, il a créé Al-Shabaab, un groupe reconnu comme terroriste par les Nations Unies. Vous comprenez? Voilà, la majeure partie des gens que vous voyez au Sahel, des cadres terroraux que vous voyez au Sahel, et même le mouvement des Dawah Tabligh, c'est-à-dire que le mouvement des Dawah Tabligh, c'est un mouvement pakistanais, voilà, mais qui a beaucoup d'influence en Arabie Saoudite à travers les prédicateurs salafistes, c'est-à-dire que qui promeuvent l'idéologie salafisme, le takfirisme, c'est-à-dire que qui disent que non, il faut enlever l'État et installer la charia dans nos États. Voilà, que nos lois qu'on a créées, les principes étatiques qu'on a créés, ce sont des trucs qui sont divins et que le monde devait fonctionner sur la loi de Dieu. Et la loi de Dieu était donnée selon eux, voilà, dans le Coran, et qu'il faut appliquer cette loi-là. C'est-à-dire qu'il faut, voilà. Bon, vous pouvez aller lire pour comprendre, hein. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Comprenez? Voilà, c'est ce qu'ils disent. La charia. Instaurer la charia au Burkina Faso, qu'est-ce que ça va avoir pour le Burkina? C'est-à-dire que si tu n'es pas musulman, tu devras, soit d'abord, on te force, on t'oblige carrément avec le bâton, mais l'épée sur le cou, à devenir musulman. Si tu n'acceptes pas de devenir musulman, soit tu pratiques pas ta religion, et en plus de ça, tu payes la dîme. Bon, je parle de la dîme, tu payes un droit de vie. C'est-à-dire que tu payes des impôts pour vivre. Parce que selon eux, la nourriture que tu manges, c'est Dieu qui te la donne. Donc, tu dois payer une caution pour cela, pour pouvoir vivre dans l'État. Donc, ça veut dire que si, comme ils le disent, on applique la charia au Burkina Faso, que tu sois chrétien, traditionnaliste, même encore pire,
vous pouvez pas lire le livre L'islam et le terrorisme. Voilà, l'islam et le terrorisme je pense que c'est un Égyptien qui a écrit ça. Je pense que c'est l'imam Cheikh Abdelaziz. Voilà, qui a écrit ça. Vous pouvez aller chercher ce livre-là, le lire, où il explique mieux. Et c'est lui-même, c'est l'un des grands, cerveaux de ce mouvement takfirisme-là. Voilà, qui explique bien pourquoi on ne peut dissocier, selon leur logique, l'islam du terrorisme. Parce qu'ils disent que le terrorisme fait partie de l'islam. Et puis il y a un autre livre encore, les 10 annulatifs de l'islam. Voilà. Donc dans ce livre-là, il explique les 10 actions ou les 10 choses qui peuvent faire sortir de l'islam. Et vous allez voir qu'il y a des petits détails dedans. C'est-à-dire que si tu lis le livre, tu comprends pourquoi ils pensent que tous les autres musulmans, tous les Africains, ou bien tous les pays sahéliens, ou bien tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont des mécréants. Vous comprenez? Vous allez mieux comprendre ça. Le livre, c'est les 10 annulatifs de l'islam. Voilà. Et il faut que nous, les musulmans, on fasse attention. Il faut être modéré. Et ça, je salue parce que c'est uniquement une minorité, en fait, extrémiste qui est dans ce contexte. La majorité là. D'ailleurs, même les bons imams, quand on entend prêcher le truc là, nous-mêmes, on va maintenant les encourager. C'est eux qui vont former les gens à l'islam. On ne va pas s'entendre. Si tu es radicaliste et tu penses que ton pays là est en deçà de toi, ta religion, tu sors, tu pars où tu veux. Est-ce qu'on est maudit ou pas? C'est la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui. En fait, ce qu'il a dit là, c'est très important. C'est très, très important. Voilà. C'est très, très important. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre la religion au-dessus de l'État. Sans l'État, on n'a pas de religion. Regardez par exemple, je prends par exemple un Burkinabé. Partout où tu iras sur cette terre-là, on va être d'étrangers. Partout où tu iras, on va être d'étrangers. Tu ne seras pas à l'aise comme si tu étais chez toi au Burkina Faso. Vous comprenez, non? C'est comme quelqu'un dans ta maison là, dans ta maison où tu es là. Tu ne peux pas être à l'aise dans ta maison, dans la maison de l'autre, comme à l'intérieur de ta maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans ta maison, tu peux tout faire, mais dans la maison de l'autre, tu peux pas faire tout. Parce que dans la maison de l'autre, tu es toujours l'étranger. Je vais vous développer un certain nombre de sujets. Et on va se poser des questions. Quand on a décidé que tout le monde doit manger à sa faim, on a payé des tracteurs, on a payé les intrants, on a fait faire des semences, tout. L'agriculture a avancé, on a pu bien produire. Et donc, depuis quelques mois, on a décidé d'interdire l'importation du riz, c'est ça? Parce qu'on a produit assez de riz pour qu'on puisse manger. Et le marché, donc, pour le réguler. Mais... Je vais vous expliquer un truc. Ce qui a fait que j'ai cru au capitaine Ibrahim Traoré, c'est lorsque, en 2023, il a déroulé un plan de 575 milliards de francs CFA pour l'agriculture. Et quelques mois après, on a vu l'arrivée massive des tracteurs au Burkina Faso. J'ai compris que ce monsieur-là n'est pas venu pour jouer, il n'est pas venu pour plaisanter comme les autres. Il est venu pour faire son travail. Et c'est là que je commençais à aimer le capitaine Ibrahim Traoré. Franchement, on s'est l'aimer. Importer du riz qui ne sont pas contents et qui nous ont dit qu'on va échouer. Et il prie Dieu tous les jours qu'on échoue. Lui, il préfère prendre l'argent du Burkina, aller payer le riz du paysan en Asie pour venir, mais il n'aime pas que ce soit nous, nos paysans, qui bénéficient de ça. Est-ce qu'on est maudit ou pas? Donc il y a des gens qui sont quand même maudits. Ça ne se comprend pas. Vous allez détecter à travers mes propos tous ceux qui ont le gène de la malédiction en eux. Et comme je dis encore, notre grosse chance, c'est que la grande majorité n'est pas maudite. Vous avez compris, c'est une minorité. Le capitaine essaie de faire, les autorités essaient de faire leur effort pour que les motos aient des prix abordables pour la population. Ils essaient de faire son effort pour que le Burkinabé puisse vivre à l'aise au Burkina Faso. Mais il y a des opérateurs, il y a des gens qui sont capables de brûler tout le pays là pour juste leur tasse de café. Les gens qui sont capables de brûler tout le pays là pour chauffer seulement les simples tasses de café. C'est-à-dire que seulement eux. Voilà. Et c'est vrai qu'ils sont mecs qui doivent manger. Hein. Le reste là, ils s'en foutent. Voilà. Il y a beaucoup de domaines où on veut avancer,
Et des individus refusent qu'on avance parce que eux, leurs intérêts comptent plus que tout. Moi, je ne vais jamais accepter. Et si vous n'arrêtez pas, en tout cas, on va se faire la guerre. Et moi, je vais vous combattre. Ça, c'est sûr, c'est net. C'est la masse populaire qui compte. On ne peut pas être là depuis qu'on existe là. Vous avez tous les avantages, vous avez tout. Mais faites pardon, les gens doivent manger aussi. Les gens doivent vivre dignement. Mais pourquoi des gens vont se battre contre ça? Et ils manipulent. Et c'est là que je disais, il y a peu de temps, que ceux-là qui ont du champagne, quand on veut que tout le monde ait l'eau potable, ils payent ceux-là qui n'ont pas l'eau à boire pour nous combattre. Et souvent, ils acceptent aussi et ils nous combattent. Faites pardon. Il faut réfléchir avant d'agir. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens venaient nous voir. On souhaitait que le Burkina soit un État islamique. Le terrorisme finirait, c'est sûr. On aurait la paix, mais on serait une base arrière, un cancer au milieu de l'Afrique de l'Ouest pour déstabiliser les autres. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas me manipuler comme ça. Et lorsque vous montrez que vous n'êtes pas manipulable, vous devenez un ennemi. Il y a des choses que je vais garder encore vers moi. Mais s'il faut le sortir un jour, je vais le sortir. Mais je le dis pour que ceux-là qui manipulent des individus qui ne réfléchissent pas trop ici fassent attention. Sinon, on peut aller au fond et traiter la question. Notre pays, c'est notre pays et nous sommes là à nous battre pour notre pays. Personne n'aime notre pays plus que nous-mêmes. Oui. Il y a beaucoup d'événements. Je parlais de la production et tout ça tout de suite. Il y a des gens qui ont tendance à tenir des propos pour fragiliser la cohésion sociale et tout. Et comme je l'ai dit, quand on a adopté cette loi, c'est nous les musulmans qui avons été les premiers à se plaindre. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Pourquoi? Mais est-ce qu'on s'est assis une fois se poser la question? Pourquoi? Je pense que pour que quelqu'un, si tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, c'est ton comportement d'abord qui peut faire que la personne va. Ce n'est pas autre chose. Et on ne peut pas forcer quelqu'un. Tout le monde est créature de Dieu. Et si toi tu penses que tu es un vrai religieux, tu dois aimer les autres créatures de Dieu. Parce que toi tu n'as pas donné la vie à quelqu'un. Tu ne peux pas créer un homme. C'est Dieu qui nous a tous créés. Toi, tu n'as pas la capacité de créer un homme, et c'est toi qui veux tuer un homme parce qu'il ne te suit pas dans le temps. Pourquoi? Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on est maudit? Mais regardez, le christianisme, beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026, là, de nos jours, vous entendez, c'est qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion humaine, c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre ou veulent se tuer parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les nègres qui sommes prêts à détester nos frères, prêts à les tuer parce qu'on dit qu'il est grave? Pourquoi? Tu es prêt à les tuer et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit de tuer. Le vrai musulman, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le tuer. Il doit l'attraper et lui couper une aile. En fait, cette question religieuse-là, c'est un réel problème pour l'Afrique. Surtout au Burkina Faso. C'est un réel problème. Regardez quelque chose. Vous ne voyez pas qu'il y a une corrélation entre les pays où il y a le terrorisme, il y a la guerre, avec l'islam. Je sais pas, je n'entends pas l'islam, hein, mais j'attends quelque chose. C'est qu'il y a des gens qui utilisent l'islam à des visées impériales. Regardez par exemple au Soudan. Le Soudan, là, c'est un pays pratiquement musulman, hein, avec l'islamisation de l'Afrique de l'Est. Il y a des populations carrément qui venaient du Moyen-Orient, ou bien il y a des populations carrément
qui étaient en Afrique de l'Est, qui ont été carrément arabisés. Donc, l'Afrique de l'Est était arabisée quelque part. Soudan, le grand Soudan du Nord maintenant, le Soudan du Nord, maintenant, il y a une guerre encore. Et cette guerre-là est parrainée par qui? Par les Émirats arabes unis. Mais le Soudan, c'est qui? Le Soudan, c'est quoi? Le Soudan, c'est un pays à majorité musulmane. C'est quasiment musulman. Mais il y a la guerre. Regardez, revenez encore au Tchad. Le Tchad, c'est un pays carrément musulman. Il peut dire 90% de la population est musulmane. Et il parle même l'arabe. C'est un pays aussi qui était arabisé. Comprenez? Voilà. Mais il y a la guerre au Tchad. Revenons maintenant au Nigeria. Au Nigeria, on peut dire que plus de la moitié de la population est musulmane. C'est quasiment presque au sud. Et on a les Igbo, les Yoruba. Voilà, il y a des musulmans, il y a plein de musulmans parmi eux. Voilà, même quand on voit les tenues, voilà, c'est les tenues quelque part, qui représentent quelque part la civilisation islamique. Voilà. Mais il y a la guerre aussi au Nigeria, il y a les terroristes au Nigeria. Prenons encore le cas du Burkina Faso. Les Burkinabés, la majeure partie des Burkinabés sont musulmans. Hein. Voilà. Au Burkina Faso, au moins 50% de la population, bien, je peux dire 50% de la population est musulmane. Même si, quelque part, bon, il y a une grande part d'animistes, mais quand même, 50% de la population est musulmane. Mais quand même, il y a le terrorisme au Burkina Faso. Au Niger, c'est pareil. Au Mali, c'est pareil. Ne pensez pas qu'il y a une corrélation entre tout ça. Il faut qu'à un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Il ne faut pas qu'on reste en l'émotion. Alors donc, je vais laisser le capitaine Ibrahim Traoré dévoiler. C'est ce qui est dit. Donc, arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous ressaisir. Si vous ne vous ressaisissez pas, en tout cas le combat est lancé. C'est ça qui a amené le terrorisme, c'est l'extrémisme. Qui dit que non, l'autre, il faut le tuer. Parce que. Pourquoi? Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là. Toute chose qu'ils devaient faire, ah non, ça c'est pour les cafres, ça c'est cafre. Morel, toi tu as fabriqué quoi? Non, je l'ai dit parce que c'est vrai. On a fait suspendre certains de quoi? De prêches. Et ça va continuer. Si les gens continuent, ça va continuer. On va les suspendre de prêche si quelqu'un sort au hasard. Et c'est là encore, je félicite tous ces imams valeureux, dignes et patriotes qui continuent de prêcher la bonne parole et éveiller les consciences. On en voit beaucoup et on les félicite, on les encourage. Mais les extrémistes, on va les combattre. Si tu penses que tu peux vivre au 7e siècle, tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. L'eau de l'Onéana, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. Les pompes là, c'est un café qui a fabriqué. C'est vrai, c'est exactement vrai. C'est les Chinois qui fabriquent tout ça. Hein. Les Chinois ne sont pas musulmans. La lumière là, c'est café qui a fabriqué. Les micros même dans lesquels tu parles, c'est café qui a fabriqué. Tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Et il sort, il a un gros véhicule, c'est un café qui a fabriqué. L'avion que tu montes pour aller là, c'est un café qui a fabriqué. Bon, bref, je ne vais pas aller sur le sujet, c'est pour que vous compreniez que c'est le filon par lequel l'impérialisme veut passer pour nous détruire. Et ce n'est que le début. J'insiste là-dessus parce que ce n'est que le début. Ce qui vient est plus grave. Oui, tenez-vous bien. On a tout de suite parlé des bourses des élèves et étudiants et tout. Le ministre de l'enseignement supérieur a très bien fait d'expliquer clairement. Les gens n'ont pas pu manipuler. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'instant où je parle là, on a plus d'1 millier de jeunes burkinabés. On est en train de recenser dans certains pays arabes. En train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent?
la charia, les lois islamiques et la jurisprudence islamique. Personne de ces 800 et quelques qu'on m'a montré la liste la dernière fois n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charia ici. Vous voyez pourquoi c'est bien de contrôler ceux qui sortent. Voilà, ce sujet-là, c'est vraiment un sujet très, très important. Voilà, contrôler la sortie. Ceux que nous formons à l'extérieur, ceux qui vont se former à l'extérieur, les contrôler. C'est très important. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des pays qui utilisent ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils utilisent, par exemple, l'influence religieuse pour, pour dominer, quoi. Pour dominer les États. Vous comprenez? C'est les monarchies du Golfe, là, c'est l'un de leurs principales atouts, hein. Utiliser leur influence politique pour dominer nos pays, nos États. Vous comprenez? Les 800 personnes qui fréquentent là-bas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas parti apprendre de l'ingénierie, tout ça, hein. Vous êtes parti uniquement pour apprendre la jurisprudence de la charia. La jurisprudence de la charia, vous allez apprendre là. Vous allez vous retenir dans votre pays pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour appliquer la charia? Pour montrer quoi à qui? Mais c'est tout ça qui envoie le terrorisme, hein. C'est ça même qui envoie le terrorisme. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre moyen, il n'y a pas autre manière de le dire. C'est ça le terrorisme, en fait. Donc, il faut combattre ça, il faut détruire ça depuis la base. C'est ce que le capitaine fait. C'est très bien. Ça fait, c'est très bien. Et les autres États de la ils doivent suivre ces exemples. C'est très bien. Pour que je dise, la phase importante est devant nous. Ces gens-là, je vais les faire revenir. Celui qui ne va pas revenir, c'est qu'il n'est plus burkinabé. Mais il faut qu'on change. Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams ici, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que vous pouvez. Et nous-mêmes, nous allons prendre en compte ces financements-là. Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes, on va trouver la formule, les traditionalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion. C'est ça, en fait, c'est ça. Comme on le dit, la nature a horreur du vide. Donc, il ne faut pas laisser le vide, là. Il faut combler le vide. C'est très bien de vouloir mettre en place un budget qui va former les imams, les pasteurs, tout cela. C'est bien. Parce que c'est quoi on laisse là-haut? C'est ce que les autres utilisent pour nous combattre. Est-ce que vous voyez? Les monarchies du Golfe, là, ils construisent les mosquées au hasard au Sahel, au Mali, au Burkina, au Niger, ils construisent les mosquées au hasard. N'est-ce pas? Mais pourquoi ils construisent ces mosquées-là? Je vais vous raconter une anecdote. Bon, je ne vais pas dire le nom du lieu, sinon les gens risquent de connaître le monsieur. Voilà, j'étais quelque part. Et il y a un jour, je suis allé saluer un monsieur. Et quand je suis rentré chez lui à la maison, j'ai frappé, je suis rentré, on a ouvert la porte. Je suis rentré. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient assises là, des personnes bon, de couleur. C'est les gens de la Dawa Tabligh. Franchement, moi, je les ai vus. Les gens de la Dawa Tabligh. Pour ceux qui ne connaissent pas les gens de la Dawa Tabligh, c'est des gens, c'est les Pakistanais. Hein. Voilà. Souvent, ils viennent, moi, c'est les Arabes. Voilà. Ils viennent en Afrique pour faire de la Dawa. Ceux-là sont les salafistes, au fait. Pour ceux qui ne savent pas, Yada Galib et Ahmad Koufa ont été formés par ceux-là, la Dawa Tabligh, en Mauritanie. Vous comprenez? Et ensuite, Ahmad Koufa, il est allé à l'extérieur, au Pakistan, pour aller achever sa formation et revenir maintenant comme un directeur eux-mêmes. Vous comprenez? Voilà. Donc, ces gens les 800 personnes qui ont été à l'extérieur, dont l'État ne sait même pas, n'est pas au courant. Voilà. L'ambassade n'est pas au courant. Mais que les recherches ont pu faire ressortir. Voilà. Ces gens-là, franchement, il faut les faire revenir. Ou bien, il faut pas laisser ce trou-là, en fait. Parce que ces gens-là, c'est pas bien, hein. Voilà, ces gens ne sont pas bien. C'est la base même du terrorisme qui est là. Donc, moi, je suis rentré chez le monsieur, j'ai vu ces gens-là. Et puis, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se cachent, en fait. Ils ont mis un grand voile comme ça, ils sont assis derrière. Ils ont mis un grand voile, ils sont en train de discuter. Donc, moi, je suis rentré et que j'ai frappé, comme ça, la femme du monsieur est venue à la porte. Je lui ai dit que je suis venu voir son mari. Il est sorti. Donc, on a discuté un peu. C'est là que bon, par curiosité, j'ai vu qu'ils étaient assis là, avec les barbes, avec les ça, avec moi j'ai regardé ces gens-là. Franchement, ceux-là, je vous jure que ceux-là, c'est la terroriste.
Parce que quand tu les vois même, leur accoutrement, quand tu les vois même, leur modèle, ceux-là, franchement, c'est bizarre, en fait. On va trouver un budget pour ça. Parce que beaucoup de gens sont attirés vers ça à cause de l'argent. Rien que l'argent. Ils reçoivent les financements, ils font ce qu'ils ont à faire, on fait sortir les enfants, ils partent apprendre la charia, ils viennent, ils veulent appliquer la charia. Ils passent 5 ans, 7 ans d'endoctrinement. Et c'est comme ça, il vient, il est comme ça, il dit que l'autre a couru halal. C'est comme ça. Et retrait de course, on sera là entre nous, à nous entretuer. Et eux, ils vont continuer à piller ce qu'ils doivent. Je sais que ce mot-là, ce mot des capitaines Traoré là, ça va devenir la mode au Burkina Faso. Je suis sûr. Il faut que c'est le Burkinabé. Jamais. Moi, je ne vais pas permettre ça. Non. Donc, ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ah non, ils me soutenaient, c'est quoi. Si tu me soutenais à cause de ça, il ne faut même plus me soutenir. C'est bon. Qu'on soit clair. Mais nous, on a un objectif, on va arriver à l'objectif. Tous les humains que Dieu a créés, on a le devoir de les aimer. Voilà pourquoi quand moi je dors, je pense à l'enfant inconnu. L'enfant que je ne connais pas, qui est au fin fond du Burkina, est-ce que tous les enfants du Burkina dorment? S'ils ne dorment pas, moi je ne peux pas avoir de sommeil. Est-ce que tous les enfants du Burkina ont au moins un repas à manger? S'ils n'ont pas à manger, moi je ne peux pas avoir le repos. Et je me sacrifie pour ça. Donc je ne peux pas laisser quelqu'un venir donc nous dévier de notre trajectoire. Ça jamais. Et il faut que nous prenions conscience. Je parle de l'Africain en général, du noir, de notre histoire, de notre situation actuelle. Parce que l'esclavage n'est pas fini. Hein. Les gens continuent l'esclavage. Hein. Vous ne savez pas ça? C'est vrai. On continue d'attraper les noirs, aller les vendre. Hein. Au jour d'aujourd'hui, 2026. Là. Donc, on ne vous considère pas comme des humains. On vous voit comme des animaux ou des trucs. Mais pourquoi nous, on doit se comporter comme des animaux à leur égard? Non, moi, je refuse ça. Il faut qu'on apporte la réponse conséquente maintenant à ces gens-là. L'impérialisme n'a pas de couleur. Il y en a partout. Et il faut avoir le courage de l'identifier et l'indexer et puis de le combattre. Regardez comment on se comporte. Et ça m'amène à encourager encore les jeunes à se lancer dans la réflexion pour produire. Vous savez que tout ce qu'on fait, c'est importé. Tout. Quasiment tout. Bon, au Burkina, maintenant, je peux dire Dieu merci, ça va. Nous, on a pu maintenir notre façon d'enfanner. Ça veut dire qu'on peut prendre le coton, tisser jusqu'à l'habit puis porter. Nous, on rend grâce à Dieu. Mais comme déjà en Afrique, ça va le faire. Tout est importé. Et puis, il est fier même de porter la veste importée, et puis il tire ça, et puis il est content. Non, on doit changer de comportement. On ne fabrique rien. Et je disais, on va ouvrir des universités de technologie et tout, et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir pour créer. Si depuis les années 1800, ils ont créé des moteurs, au jour d'aujourd'hui, le même moteur de P50 ou de CP là, on n'est pas capable de fabriquer. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, en créant les humains, il y a le besoin de se déplacer. Il a mis toutes les ressources à notre disposition. Le vent, le soleil, le feu, qui sont les trois choses les plus puissantes. En plus de ça, il a mis la terre et l'argile, le sang de la terre qui est le pétrole, c'est ça non? Et le fer. Le fer et toutes ces composantes qui donnent l'acier. Il a mis ça à notre disposition pour faciliter notre vie. La terre et l'argile, on peut cultiver avec, on peut faire le ciment avec, on peut faire beaucoup de choses avec. Le fer et ses composants, c'est l'acier qui rentre dans vos bétons et tout ce qu'il y a. Et le sang de la terre, c'est le pétrole, qui est l'énergie globale que nous avons. Mais qu'est-ce que nous, les Noirs, on fait avec tout ça? On n'est pas capable de prendre l'argile aujourd'hui transformée en ciment de nous-mêmes. Parce que les usines, là, on les paye.
On ne fabrique pas. On n'est pas capable de prendre du pétrole aujourd'hui brut, créer nous-mêmes une raffinerie pour le raffiner. On ne peut pas payer l'usine. On ne fabrique pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre la terre comme ça et extraire le fer dedans pour mettre du carbone et faire de l'acier. Est-ce que c'est normal? Mais est-ce qu'on est maudit ou pas? Si on n'est pas maudit, ça veut dire qu'on doit pouvoir le faire. Et c'est ce que je veux qu'on puisse faire. On doit être en mesure de le faire, de produire. Je disais à quelqu'un la dernière fois, je dis, si on cause bien, quand tu te lèves le matin, tu dois chaque fois te poser des questions. Supposons que tu dors nuit. Tu te réveilles, tu prends une serviette, c'est importé. Ta pâte, brosse à dents, c'est importé. Tu finis tout ça, l'habit que tu portes, c'est importé. Tes sous-corps et tout est importé. On ne fabrique rien ici. Tu pars t'asseoir pour ton petit déjeuner, la tasse de thé, tout, à part le sucre peut-être qui vient de ce sucre, tout est importé. Tu pars prendre ta moto, ton véhicule, c'est importé. On ne fabrique rien en Afrique. C'est bien de combattre l'impérialisme, mais c'est bien aussi de nous dire la vérité et de nous réveiller. Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi nous, on ne fabrique rien? Forcément, les humains sont là, le besoin de déplacement est là. Mais pour se déplacer, tout ça, ce sont les Blancs qui ont créé. Que ce soit les motos, les voitures, les avions. Nous, on n'a rien créé. Notre utilité, c'est quoi? Pour communiquer, avant, on prenait le cheval. On dit à Waïbia, c'est d'aller porter les messages à Yako. C'est le cheval qu'on prend en part. Le Blanc est venu, il a créé le téléphone, l'Internet et tout. Et c'est nous, on sait prendre ça, et on se filme, on fait du n'importe quoi avec, on s'insulte, voilà, on fait tout, et puis on est heureux, on n'a rien créé. On ne sait même pas comment ça fonctionne. Le gars de iPhone, on l'a demandé qu'en Afrique ça marche bien, il dit que, ah bon, que les Africains ont les moyens de payer iPhone, qu'il n'y a pas de boutique en Afrique. Mais, nos sœurs, excusez-moi, ça ne se bat derrière les derniers numéros de iPhone. Pour faire quoi avec? On n'est même pas au courant de vous-même. Mais cherchons à fabriquer, cherchons à comprendre, au moins copier. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à la disposition des humains. Mais il faut qu'on utilise notre cerveau pour transformer la chose. Si les gens nous ont esclavagisés, on a eu du retard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. Il faut rattraper en copiant. Si on ne le fait pas, c'est qu'on refuse d'utiliser notre cerveau. Et si on refuse d'utiliser notre cerveau, ça veut dire quoi? Vous connaissez ce que ça stipule? Hein? Qu'on est contre Dieu. Puisqu'on veut dire qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'en a pas besoin. Les autres vont faire, nous, on va prendre. Donc, ça veut dire qu'on a dit que Dieu s'est trompé. Et dans cette posture, on se met comme ennemi de Dieu, c'est pas bien. Voilà pourquoi il est fâché contre nous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est profond. Mais ne riez pas. Il est fâché contre nous parce que les Noirs refusent d'utiliser leur cerveau. On me dirait, oui, les Noirs ont créé des choses. Et puis après, ça y est où? L'effet tricolore, c'est un Noir qui a créé. Oui, où est l'usine qui fabrique ça en Afrique? Tous les faits à Ouagadougou, c'était Sagem, c'est français. Le Noir a créé ça. On est malade. Tous les appareils aujourd'hui, IRM, scanner, quoi? Non, on fait quoi? On ne peut pas créer, oui, mais on ne peut pas copier. Travailler notre cerveau pour chercher à comprendre et puis faire. Notre cerveau ne nous sert pas. Vraiment, on veut dire à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'invite tout le monde à se poser des questions, surtout les jeunes, je parle tout aux jeunes, pour que nous changions le paradigme. Et nous devons chercher la connaissance, chercher à produire, chercher à être utile sur Terre. Sinon, pour l'instant, là, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça.
il faut qu'on participe. Vous les voyez aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vous voyez la guerre qui se passe, Iran, États-Unis, ils sont assis à distance et puis se bombardent. Nous, on a créé quoi? Mais vous voyez, ce sont des Noirs qui sont assis, qui font des débats. Les États-Unis, c'est la puissance. C'est la puissance. Toi-même, tu fais quoi? Tu crées quoi? On ne peut pas se concentrer. C'est sérieux. Si on les voit, ils font ça. Allons-y réfléchir comment on peut transformer le pétrole, comment on gagne du propérgol pour propulser quoi? Réfléchissons. Les autres là, ce n'est pas Dieu qui est descendu les donner la connaissance. C'est le même cerveau qui les a donnés. Mais ils ont décidé d'exploiter leur cerveau à bon escient. Mais nous, on a dit à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'en a pas besoin. On n'a qu'à laisser et ils vont faire. Résultat de course. Ils viennent donc nous manipuler, nous cogner, on se fait la bagarre et ils prennent nos ressources et ils partent. C'est pas ça, non? Comme des villages ont été réinstallés dans cette région ici, ils avaient été cherchés, réinstallés. Aujourd'hui, ils se tuent, ils font la bagarre chez Chefferie. Est-ce qu'on est normal? Mani souri. Wallahi mani souri. Tout souri. Non. C'est vrai, les politiciens aussi avaient gâté tout avant, mais maintenant c'est fini. On n'a pas besoin de se faire la bagarre sur ces choses-là. Donc, moi j'invite surtout les jeunes à revoir notre copie pour qu'on ne soit plus dépendant des gens, pour qu'on ne soit plus à la traînée et qu'on crée, qu'on fasse beaucoup de choses. Parce que si on ne le fait pas, on va disparaître. On va disparaître. Parce que ceux-là, s'ils reviennent ici, vous allez envier le sort des morts. Vous allez envier le sort des morts, je vous jure. La nature même va s'énerver contre nous. Si aujourd'hui il se met à pleuvoir de certaines manières, on n'a même pas de bonne canalisation. Ça veut dire qu'il suffit que le ciel pleure plus que d'habitude, toutes nos villes sont parties. Il suffit que la terre se fâche et tremble un peu, tous nos bâtiments s'effondrent. Parce qu'on n'a rien fait. Dieu a fait qu'on n'a pas ces catastrophes naturelles-là. Mais pourquoi on ne profite pas? Regardez aujourd'hui la situation géopolitique du monde. Les plus intelligents comprendront quelque chose. C'est la face de l'Afrique. Dieu a ouvert une fenêtre pour qu'on puisse s'en sortir. Mais les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Et quand nous, on fait l'effort de parler, de sensibiliser, oui, les plus intelligents comprennent, mais vous verrez les idiots demain, ils vont nous insulter. Ils vont nous insulter, ils vont se moquer de nous. Parce qu'il y en a, il y a des nègres qui sont comme... Vous voyez, c'est comme si nous, on a vu des nègres enchaînés sous des arbres. Leurs maîtres les maltraitent, la nuit, ils partent les enchaîner sous les arbres, ils sont couchés là-bas. On dit on va aller les sauver. On fait tout le combat nécessaire. Traverser les champs de mines, les barberies et tout. On arrive, on enlève les chaînes et on dit les gars, suivez-nous, on va partir. Certains vont vous suivre. Mais il y a des nègres là. Il va crier, oh maître, il est venu me sauver. Viens remettre ma chaîne parce que je ne veux pas de problème. C'est ça. Il y a des nègres comme ça. Faites tout ce que vous voulez pour le déchaîner. Il va crier, oh maître, venez, venez. Il y a quelqu'un qui est venu pour me sauver ici, me déchaîner. Venez mettre la chaîne, moi je préfère rester avec vous. C'est malheureux. Et je parle à l'échelle de l'Afrique en fait. C'est malheureux. Moi, j'ai failli ne pas naître à cause de l'effet de ces gens. Moi, ma grand-mère, selon ce que je sais de l'histoire, elle était presque, je dirais, la ménopause, mais elle a pu avoir 2 enfants. Puisqu'elle avait plus de 50 ans. C'était un miracle dans leur village. Pourquoi elle n'a pas pu enfanter tôt? Parce que ces gens-là les avaient pris. Elle a connu la pénétration coloniale ici. Et c'était interdit de faire des enfants ou de se marier. Ils ont tué presque tous les hommes du village. Et c'est après les indépendances qu'elle a pu faire ses enfants. Donc moi, j'ai failli ne pas naître à cause de leurs effets sur nous.
Et j'étais très proche d'elle. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Et j'ai vu sur son corps les traces de la maltraitance de ces gens-là. J'avais 10 ans quand elle est décédée en 98. Donc je vis les effets de la colonisation dans ma chair. Et vous êtes nombreux à connaître ça aussi. Mais certains encore continuent d'adorer leurs malfaiteurs d'hier. Ils les aiment plus que eux-mêmes, ils les aiment plus que leurs frères. C'est ce que je ne comprends pas. Ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre sans état d'âme. Et on ne va pas tolérer ça. Ce qu'ils ont fait hier à nos ancêtres, hier à nos grands-parents, ce qu'ils nous font aujourd'hui vivre à travers le terrorisme, si on ne se concentre pas, ce que leurs enfants vont faire vivre à nos enfants, ça sera pire que l'enfer. Et nous, on ne souhaite pas ça. Donc, il faut se battre. Il faut se battre et arrêter d'être des traîtres, des gens prêts à vendre leur pays ou je ne sais quoi. Il faut rester burkinabé et concentré. Dieu merci. Je dis encore Dieu merci. Nous avons de la chance. C'est qu'au bout de ces 4 ans, nous avons pu jauger que beaucoup de gens ont compris la portée de notre message, le sens de notre combat, au Burkina ici, mais même en Afrique. Et ceux-là qui continuent de sensibiliser, de militer, de faire comprendre, d'ouvrir les yeux aux gens, je vous félicite et je vous encourage à continuer. C'est la seule solution, de faire comprendre aux gens que c'est possible. Et par nos actions, je pense que vous voyez que c'est possible. On peut y arriver. De toute façon, on va lancer des programmes bientôt et vous verrez. On va construire nos pays, on va construire nos villes, on va construire nos routes. Et on va vivre en paix. Quant au terrorisme, c'est la race humaine noire la plus maudite. Des gens qui, s'ils ne sont même pas en désaccord avec eux-mêmes, leur propre intelligence, c'est-à-dire s'ils avaient un petit peu de cervelle là, ils la laissent s'asseoir et puis se demander, puisque tu te lèves, tu viens tuer l'autre, que c'est djihad doit te faire. C'est un cas, c'est ça, non? Ok. La Kalachnikov que toi tu prends pour tuer là-haut, c'est toi qui as fabriqué. C'est pour un cas, il ne faut pas utiliser ça. Va faire ton couteau et puis tu viens. Ou bien tu tailles ton bourdin. Là, c'est toi qui as fait, c'est halal. Tu viens, on va combattre. Les véhicules que vous roulez là, c'est pas pour vous. Et vous dites que vous faites du djihad pour tuer les cadres. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Et il y en a qui sont déjà conscients de ça. C'est leurs chefs qui savent que non, et ils sont dans un autre jeu. Mais les idiots qu'on tue en pagaille là, chaque fois que moi je regarde les échos du front, les nouvelles du front, ça ne me plaît pas de voir des noirs qu'on a tués. Mais ils ne méritent que ça. Ils ne méritent que ça. Est-ce que ça nous plairait de voir vraiment autant de cadavres? Mais ils viennent pour tuer, dans la bêtise. Ils viennent écrire là, pourquoi peut-être au nom de Dieu. Mais l'arme là, c'est pour un café qui a fait. La moto que tu roules, c'est un café. Si le mandat là, il ne peut pas s'asseoir et puis réfléchir, et puis créer pour eux, on va voir. Vous voyez comment on est là. Donc, cette espèce-là doit disparaître. Voilà pourquoi nos forces sont engagées et ils vont les éliminer jusqu'au dernier. Ça, c'est ça. Et le Burkina, c'est réel. Et ça ne va même pas tarder. Comme je l'ai dit, continuez à bosser dur. Nous avons fait des pas, le Burkina. Mais, vous voyez, j'ai parlé de manière générale de l'Afrique. Ce ne serait pas judicieux que le Burkina seul avance comme il le fait. Ça devrait être un mouvement d'ensemble. Mais Haya, c'est notre limite ici. C'est ça le problème. Et quand on réalise beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, ça ne plaît même pas à certains de nos frères. Mais bon, quand cela ne tient, moi je vous encourage à rester concentrés. Travaillez à ce que nous produisons
soit ce que nous consommons, au vu de ce que je vous ai expliqué. Travailler à maintenir la cohésion sociale, à mettre le patriotisme en avant de toute considération, parce que nous sommes des humains a priori. Et chaque humain doit respecter l'autre humain, à cause de la vie que toi tu ne peux pas créer. Et ceux-là qui viennent pour donc nous ôter la vie ou nous pourrir la vie, nous allons les combattre avec la dernière énergie. C'est sans état d'âme. En plus de ça, le reste, que ce soit nos ressources, tout ce qu'il y a comme truc, soyez sûr d'une chose, le Burkina Faso est un miroir, je vous l'ai dit. Les autres se reflètent dedans et tout le monde attend de voir. Allons vite, prouvons-leur que c'est possible. Beaucoup de pays africains peut-être attendent de voir, est-ce qu'ils vont pouvoir, est-ce qu'ils vont y arriver. Les gars, allons vite. Allons-y. On va y arriver. À chaque fois que nous faisons quelque chose, si des gens sont à côté, ils aboient, ils font quoi? Ne les regardez pas. Quand vous voyagez là, c'est pas chaque chien qui aboie que tu prends une caillou, t'arrêtes pour lapider. Non, continue. Il va voir à la fin là où tu es arrivé. C'est ça le plus important. Donc, j'ai dit je vais parler sans porter des gants. C'est comme ça. Voilà, ils sont à Waibia et à Waibia on parle comme ça. Mais je savais que si j'ai envoyé la brigade de Fada avant la brigade de Waibia, je ne pouvais pas venir ici. Voilà pourquoi j'ai mis les deux brigades. Hein? Donc, on ne sera pas plus long que ça. C'était un coup de gueule général à l'espèce noire, si je peux dire, pour qu'on se réveille. Parce que Dieu, il n'est pas forcément content de ce que nous faisons. Notre comportement, et principalement nous les jeunes, et je veux qu'on change. Qu'on change, qu'on se mette au sérieux et qu'on travaille. Qu'on transforme nos vies, qu'on participe à la vie de la planète et qu'on pense à demain. Si on n'est pas fort, ils viendront nous écraser, d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on soit fort. Et on est sur la bonne voie. Et il faut continuer ainsi. Donc, les jeunes étudiants, la balle est dans votre camp, les élèves et étudiants. Travaillez, bossez, utilisez Internet pour chercher la connaissance. Copiez tout ce que vous pouvez copier. Nous sommes en train de mettre toutes les conditions nécessaires pour que vous puissiez réussir. Et dans les universités, quand on veut ouvrir les lieux technologiques, ce n'est pas pour aller être ingénieur, sortir, venir s'asseoir dans le bureau. J'ai dit ça aux gens là. Si tu es ingénieur, tes thèses là, tu fabriques, tu copies quelque chose. Pourquoi tu fabriques quelque chose? Sinon, faire les longs papiers, trucs là, on ne va plus donner ça. C'est ça, et même les lycées techniques, il faut prendre ça en compte. Hein. Si en fin d'année, il doit faire une petite thèse ou quoi là, donnez-lui quelque chose, il n'a qu'à copier. Si c'est un pion d'un moteur, c'est quoi? Il n'a qu'à copier. Comment il crée quelque chose? Les longs papiers là, que thèse, il vient s'asseoir avec un gros gougou, il parle. Si tu es technique, tu fais, tu prouves. Donc, je compte sur vous. Hein. Nous, on mettra toutes les infrastructures nécessaires, autant que possible, dans les lycées, dans les universités, pour que vous puissiez échanger la vie. Et nos anciens qui sont là ici, avant qu'ils nous dévancent, mais ils doivent aller la tête haute, savoir qu'ils ont laissé une génération méritante. Voilà, et nous devons le prouver. Et nous sommes capables de le faire. Donc je compte sur tout un chacun. Passez le message. Et comme je l'ai dit, au sortir de cette salle, les plus intelligents comprendront mon message, mais ceux qui sont aussi fermés, ils vont commencer à m'insulter, me détester. Pakabamba. Bon, chers amis, merci d'avoir suivi le grand discours du capitaine Ibrahim Traoré. Franchement, si comme moi, vous avez été touché par l'un de ses propos ou bien un aspect de tout ce qu'il a abordé vous a touché, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Je serai très ravi de vous lire et de connaître vos avis aussi en commentaire parce que c'est bien de discuter ensemble lorsqu'on suit ce genre d'événements. Et merci, on se retrouve à très bientôt sur Le Monde Vue d'Afrique pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci.